Mesdames et messieurs, bonsoir, amis et d'Interligne, bonsoir. Nous recevons encore une fois ce soir monsieur Didier Moumengi, écrivain passionné de l'histoire, mais passionné de l'intelligence, on va le dire aussi. Et ce qui lui a valu d'ailleurs d'être médaillé d'or et d'argent au prix du mérite national des arts, sciences et des lettres. Monsieur Moumengi, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, 2 livres, tous parlant de l'histoire, tous axés sur la problématique de l'écriture ou de la réécriture de l'histoire. Vous faites un plaidoyer et là, vous dites carrément qu'il faut réécrire l'histoire. Alors, quand on parcourt votre bibliographie, on sent que vous êtes vraiment passionné de l'histoire. On a dit de l'histoire et de l'intelligence. Vous aimez profondément votre pays et vous voulez aujourd'hui que les choses changent. Mais quand on parle de cette passion pour l'histoire, moi j'ai envie de parler plutôt d'obsession. Tout est histoire chez vous. Quand vous prenez ce livre sur Pandafarnana, je peux vous dire que c'est là que j'ai découvert votre plume. Les autres d'avant, je les ai découverts après. Le tout premier livre que moi je connu de Moumengi, c'est Pandafarnana. Là encore, vous refusez que ce premier universitaire congolais disparaisse dans les oublis de l'histoire, entre guillemets, comme on dit. Vous voulez le réveiller, vous voulez, au fait, le révéler au plus grand nombre. Pourquoi cette obsession pour l'histoire? Pourquoi de la passion pour l'histoire, vous pensez que je développe une obsession pour J'en suis presque sûr. Mais c'est parce que l'homme est histoire. Je cherche moi à comprendre pourquoi notre pays est dans un état aussi piteux. Alors, quelque part, je me demande, mais quel type d'homme sommes-nous devenus? Et cette question ne peut que me renvoyer dans l'histoire pour comprendre la totalité de l'homme que nous sommes. Alors je me rappelle par exemple la cosmogonie bantou, qui dit Muntu. Muntu. Dans Muntu, il y a moi et mon âme. Parce qu'Intu, ça veut dire là, la tête. La tête. Et c'est pour cela, dans la cosmogonie bantou, Muntu et Mutu ont même l'exème. Mutu, Mutu. Et cela suppose que l'état de notre pays est le reflet de notre Intu, de notre cerveau, de notre âme, de notre intelligence. Je refuse que notre intelligence puisse avoir comme devanture l'état, la qualité aujourd'hui décadente de notre vécu quotidien. Alors, je me dis, mais quel type d'homme sommes-nous? Ou plutôt, quel type d'homme sommes-nous devenus? Alors, dans le devenir, il y a un passé et un présent. Qu'étions-nous hier? Nous devenons ce que nous sommes devenus. C'est que nous sommes devenus. Alors, si nous quittons la cosmogonie bantou, nous allons chez les Grecs, de Socrate à Diogène, tous les grands philosophes grecs étaient d'accord pour dire que le but de la philosophie est d'enseigner aux hommes à devenir humains. Donc, la forme physique de l'homme ne suffit pas. Voilà pourquoi dans notre cosmogonie, on dit Muntu. L'essentiel dans l'être humain, c'est son âme. Et le corps est l'accessoire. Alors, au XVIIe siècle, Descartes dit « Homme, devenez humain. C'est votre premier devoir. » Est-ce que cet appel n'est pas valable pour nous? Parce que je refuse d'accepter que l'état de notre pays soit les reflets de notre intelligence collective. Alors, en allant encore plus loin, un contemporain, Jean-Paul Sartre, en parlant de l'existentialisme,
lui pense que l'homme est en perpétuel processus d'hominisation. D'où les concepts de progrès social. Mais si je vous interromps un peu, si d'après lui, l'hominisation est permanente, oui, on va dire, c'est que nous risquons de ne pas atteindre l'humanité. Justement, l'humanité est un processus permanent d'hominisation. C'est l'homme Jean-Paul Sartre. Oui. Alors, cela veut dire, en termes simples, on devient chaque jour humain chaque fois que nous posons des actes érudits dans le sens de l'amélioration de notre vécu quotidien, okay, dans le sens de la rénovation de nos réalités sociales, économiques. Et c'est un travail permanent. L'homme est contraint de produire de l'intelligence stratégique pour changer sa condition d'existence. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois temps-là, le passé, le présent, l'avenir. Et l'avenir. Alors, le passé, c'est dans le passé que se trouvent les composantes fondamentales de ce que nous vivons dans le présent. Et la qualité de l'intelligence du présent purifie les chemins du futur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Autant Jean-Paul Sartre parle du processus permanent d'hominisation, il faut comprendre par la défaillance de notre humanité, par asymétrie, qu'il y a eu déshumanisation. Oui, à un certain moment. À un certain moment de notre humanité. Et là, vous parlez de la colonisation. D'abord la traite négrière, et ensuite colonisation. Vous le dites d'ailleurs, j'ai bien aimé cette phrase en page 8 du plaidoyer. Vous dites au paragraphe 1, en tout état de cause, l'histoire nous a détruits. Mais c'est dans cette même histoire qu'il nous faut aller chercher les moyens de nous reconstruire. Oui, il y a eu une rupture à un certain moment de notre vie. L'histoire nous a réellement détruits. Oui. Et c'est un processus qui a commencé comment ça s'est passé longtemps. Oui. Alors ça se passe, je prends comme jalon historique la controverse de Valladolid. Alors Valladolid était la capitale de l'Espagne au 15e et 16e siècle. Oui. L'empereur d'Espagne, Charles Quint, invite le prêtre Chiapas, qui était le prêtre des Indiens, évêque du Mexique, et son chapelain qui s'appelait Sepulveda. Donc Las Casas et Sepulveda. Nous sommes en 1500. Il fallait décider, on vient de découvrir l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait? L'Afrique et ce qui est devenu l'Amérique latine, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Las Casas défend les Indiens. Ils sont frêles. Vous ne pouvez pas les soumettre à des travaux durs, des champs. Ils ne peuvent pas être des esclaves. Sepulveda dit non, tout ce qui n'est pas chrétien doit être mis à la disposition des Européens. Et finalement, le pape Léon X tranche, dit voilà, les Indiens ne seront pas soumis à l'esclavagisme, mais il faut prendre les Noirs en Afrique et les déporter aux Amériques pour ces genres de travaux. La décision est prise. Maintenant, il fallait justifier que le Noir n'est pas vraiment homme. C'est comme ça que commence le travail de la destruction. On se rappelle qu'il y a eu une bulle papale en 1455, je crois. La bulle Romanus Pontifex, prise par le pape Nicolas V, qui a autorisé le commerce de noirs au même titre que du bétail. Alors il fallait justifier ça bibliquement. On est allé dans Genèse 19, verset 25 au 27, pour dire que les enfants de Noé, Sem, Japheth et Cham, parmi eux, il y a eu Cham qui s'est moqué de la nudité de son père Noé, et Noé l'a maudit. Cham est maudit, lui et ses descendants. Alors on justifie, non? Ces gens ne sont pas vraiment hommes. D'ailleurs, ils sont maudits par la Bible. Jusque-là, ça va. Oui. Mais nous arrivons au 19e siècle.
c'est les rationalismes triomphants. On invente, Adler invente l'avion. En 1790, on invente l'automobile, donc le moteur à explosion. Puis le Nobel invente la dynamique, et ainsi de suite. L'homme se découvre intelligent, européen, oui, et nie la révélation biblique. Il dit non, non. L'homme doit être perçu et vécu comme un être doué de raison. Oui. Son esprit ne peut pas être soumis à la révélation biblique. Les papes ont peur parce que le rationalisme triomphant risque d'éclabousser l'Église. Oui. Convoque le premier concile de Vatican. Oui. Et dans ces conciles, la particularité de ces conciles, c'est les 68 missionnaires qui ont demandé solennellement, comme une supplique au pape, d'enlever de la Bible la malédiction des Cham. En disant que non, nos populations noires que nous découvrons doivent être libérées de cette malédiction. L'Église romaine, l'Église catholique romaine, n'a pas pu répondre. Mais ce travail de destruction... Mais c'était pas facile non plus pour l'Église. Oui, mais parce qu'entre-temps, le concile a été interrompu par l'invasion de Rome. Oui. Mais ce travail a continué. En 1911, à Bamania, aux encablures de Mbandaka, il y avait une congrégation de bonnes sœurs de sang précieux, catholiques, qui ont élaboré un livret des chants scolaires. Et les chants numéro 52 chantent la délivrance des Noirs de la malédiction de leur père, Cham. Cette chanson, et ceux qui sont aujourd'hui vieux peuvent s'en souvenir, ont chanté « Voilà Père Noé, le fait que Cham a été maudit, nous souffrons aujourd'hui. » On a chanté cela dans les écoles du Congo, les livrets de bonnes sœurs de sang précieux. Nous sommes déjà en 1911. Donc le travail de destruction continue. Oui. Au niveau scolaire, nous apprenons que nous avons été maudits par Noé. Et encore, lorsque le pape Jean-Paul II visite la RDC en 1980, une délégation de notables laïcs congolais, cette délégation va voir le pape pour supplier le pape qu'il enlève de la Bible cette malédiction qui nous pourchasse. Or, la réalité est tout autre. Les Noirs n'ont jamais été maudits. Parce que si vous prenez la même Bible, le même chapitre, nous sommes toujours dans Genèse. Vous descendez un peu plus bas. On était dans le chapitre 9, descendez chapitre 13. Dieu lui-même dit, Abraham va s'établir à Canaan. Toi et ta descendance, je vous ai choisi comme possession permanente, perpétuelle, le pays du Canaan. Mais nous ne sommes pas Canaan, les Noirs. Ouais. Bibliquement, nous sommes ici des couches. Les couches, ce sont les petits-enfants de Noé, ici certes des Cham, mais les couches, c'est la lignée de la Nubie. Okay. Nubie est notre terre génésiaque. Ouais. La Nubie. C'est pour ça que dans certaines de nos ethnies, il y a les Bakoussou. Hein, ils font référence aux couches, ouais. Notre premier père biblique. Et il y a les Ankouchou, il y a des Nkoshi, il y a énormément. Voilà. Les Sankoussou aussi. Les Sankoussou, par exemple, tout a un lien avec notre père génésiaque qui est Couche. Ça, c'est la Nubie. Il y a les Misraïm, petit-fils d'Aaron. Là, c'est les Noirs de Kemet, de l'Égypte. Canaan renvoie aux Hébreux. Oui. Mais pour des nécessités de soutenir la thèse du commerce des Noirs, la malédiction des Cham a été transférée chez les Noirs. Il n'en est nullement question. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réécrire l'histoire, de préciser des aspects? En se servant justement de ces détails de la Bible. Là, c'est très important. En retournant dans la Bible. En retournant que dans la Bible. Oui. Alors, donc, il faut réécrire l'histoire. De 60 ans aujourd'hui, nous avons une trentaine de dialogues ou de conférences nationales.
Et lors de ces dialogues et conférences nationales, il y a chaque fois un sujet prépondérant. La réconciliation nationale. Oui. Parce qu'on ne s'accepte pas. Oui. On ne s'aime pas. Nous avons un problème d'affectivité. Mais combien de fois on va se réconcilier? Non, mais parce que la raison est dans l'histoire. Dit que nous sommes quelque part comme atteints de ce qu'on appelle en psychiatrie ou en psychologie la névrose traumatique. Lorsqu'on accepte qu'on est atteint de névrose traumatique parce qu'il y a des souvenirs anciens qui compriment nos neurones, qui paralysent nos ressorts cognitifs et qui développent les sentiments que je viens de déplorer, cela suppose que nous sommes des névrosés. Mais pour guérir la névrose traumatique, il faut ce qu'on appelle en psychiatrie aussi, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, dans cette thérapie, il y a une dimension fondamentale qu'on appelle la psychocorrection par l'éducation. Donc, la psychocorrection par l'éducation, ça veut dire quoi? Comment purger des mauvais souvenirs ou des récits historiques élaborés pour détruire notre humanité? Comment purger tout cela à travers l'histoire? Vous dites en page 20, notre histoire a été interrompue par la traite des Noirs. Et ensuite, vous dites qu'il nous faut donc décoloniser notre histoire. Moi, ma grande préoccupation maintenant, quand vous dites que pour réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo, pour rester là, il faut consulter l'histoire. Il faut retourner vers les vérités historiques d'hier. Mais ces vérités historiques aujourd'hui, quand vous allez dans les bibliothèques, quand vous allez consulter la documentation, les sources documentaires, vous trouvez des ouvrages écrits par le colon, par le colonisateur. Dans ce livre, je parle de la manne littéraire que l'homme noir a construit depuis le 18e siècle. Il y a eu un travail anthropologique, un travail historiographique qui a été fait par des Noirs pour exhumer notre histoire depuis des temps immémoriaux. Au XVIIIe siècle, nous avons l'écrivain ghanéen Amo qui a écrit Les conditions des nègres en Grande-Bretagne. Il y a tout le travail de Cheikh Anta Diop qui a déterré l'ancestralité égypto-nubienne des Noirs. Il y a beaucoup d'autres auteurs. Nous avons suffisamment d'éléments pour construire une histoire. Et quand vous dites l'histoire s'est arrêtée avec la traite négrière, c'est vrai. On va faire un exercice, vous et moi. N'est-ce pas que dans nos manuels de l'histoire, il est écrit que Diego Cao est le premier explorateur qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Oui. Très bien. Oui. L'histoire... Et malheureusement, nos enfants l'apprennent encore jusqu'aujourd'hui. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut réécrire l'histoire. Oui. Or, il suffit que nous réécrivons l'histoire en disant que Diego Cao est le tout premier envahisseur du Congo. Voilà. L'histoire n'est plus la même. Il ne nous a pas découvert, il nous a envahis. Oui. Mais il a envahi quoi et qui? Nous étions le pays d'Ishango, par exemple. Oui. Ishango, là, on a découvert les mathématiques. Et là, on pourrait se définir comme les Chinois s'appellent Empire du Milieu, ou les Japonais Empire du Soleil Levant. Nous pouvons nous dire non, le Congo est le pays d'Ishango, berceau des sciences. L'histoire change. L'histoire va servir de psychothérapie. Lorsqu'on a un tel passé, on retrouve toute la puissance de nos neurones, on rétablit la splendeur cognitive, et là, on reconstruit notre capacité à résoudre nos problèmes. On est guéri par l'histoire. En retrouvant tous les travaux de Cheikh Anta Diop, nous avons suffisamment de pères et de repères pour qu'on se sente digne, pour qu'on se dise non, nous sommes les arrière-petits-fils des Taharda. Comment il a fait pour être un général aussi, un pharaon aussi puissant? Nous sommes les ancêtres de Saint Maurice. Comment a-t-il fait pour envahir l'Europe?
Voilà. Et ils ont des pères. Nous, nos pères sont enterrés. Il faut les exhumer. Oui. Et là, nous ne pourrions plus. Une fois ayant pris conscience que nos ancêtres ont inventé les mathématiques. Oui. Mais c'était pour résoudre un problème. Pourquoi devenons-nous aujourd'hui incapables de résoudre la question des moustiques, tout simplement? Tout simplement. Vous savez, quand vous parlez de pères, de repères, moi je me souviens quand même dans les traditions Luba, quand les guerriers allaient en guerre, il y avait des femmes et des autres personnes du village qui leur chantaient pour leur rappeler, par exemple, vous qui allez en guerre, n'oubliez pas que vous êtes petit-fils, arrière-petit-fils d'eux, qui lui n'était jamais tombé sur le champ de bataille. Vous êtes le fils d'eux. Vous, vos frères, il n'y a pas longtemps, ils ont gagné telle bataille et telle autre bataille. Et ils y allaient avec un peu plus de... Ils s'oubliaient, carrément. Ils s'oubliaient parce qu'il ne faut pas cracher sur la mémoire de ces grandes personnalités qu'on vous rappelait tout en allant en guerre. Et je prends l'exemple du royaume Congo, que je connais plus ou moins bien. Tinoueni, le fondateur du royaume Congo, s'est appelé Nimi. Nimi Alukeni. Pourquoi? Parce que lui-même racontait, ma puissance vient de notre premier ancêtre, Nimi. Mais regardez dans la Bible. Nimi est l'arrière-petit-fils de Couche aussi. Oui. Nimrod. C'est lui qui a construit la pyramide. Ouais. C'est lui qui a le premier dompté les chevals comme animal de compagnie. Ouais. C'est lui qui a le premier dompté les chiens comme animal domestique. C'est lui qui a le premier dompté les léopards. Il en a fait un animal totémique. Ouais. Voilà pourquoi Nimi a ramené, et comme beaucoup d'autres de nos ethnies, les léopards comme animal totémique. Voilà pourquoi le royaume Congo s'appelle le royaume Ngo. Ngo, c'est les léopards. Ouais. Et il racontait ça pour montrer sa responsabilité historique. Il Ah, avait lié le sort du royaume Congo avec l'intelligence première des Nimrod. Voilà pourquoi l'histoire est essentielle comme manufacture de l'intelligence. Et vous dites que l'histoire est l'ultime et la dernière chance du Congo. Et vous ajoutez, je vais vous aider, que le mal congolais est une crise de l'histoire. Mais oui, parce que rappelons-nous, nous sommes devenus indépendants en 1960. Le 30 juin 1960. Mais sans quitter la colonisation. Parce que lorsque vous devenez un pays souverain, la souveraineté a comme soubassement la Constitution. Ouais. La Constitution, ça veut dire le peuple tel qu'il se constitue en État-nation. Okay. C'est ça la Constitution. Mais la Constitution des 60, la loi fondamentale des 60, nous est donnée par le Belge. Élaborée, discutée, fabriquée par le Belge. D'ailleurs, la dernière phrase de cette loi fondamentale, c'est donnée par le roi Baudouin le 19 mai 1960. C'est pour ça qu'il faut mettre un terme à l'étape coloniale comme définitoire de notre humanité. Vous savez, lorsque commence l'aventure de la colonisation, en 1890, le roi de Belge décide d'étiqueter les tribus. Oui. On en a dénombré 6 000 au départ. Après, il dit non, 6 000, c'est trop. On réduit à 3 000. 3 000. Lorsque la Belgique prend possession du Congo en 1908, on dit non, 3 000 c'est trop. On arrête à 450. Sur base de quels critères? Mais c'est une décision administrative coloniale belge. Proximité géographique, voilà. Et décision cartographique. Ils les ont même nommés. Ils ont même donné des noms à des pays. Oui, ils nous donnent des noms. Oui. Voilà, c'est une décision administrative. Et tout cela, jusqu'à aujourd'hui, reste définitoire de ce que nous sommes. C'est comme ça que nous nous définissons. Et les frontières établies arbitrairement par la colonisation sont devenues des frontières culturelles. Et on prend des armes au nom de ce que le Belge a dit et nous a séparés. On prend des armes pour nous entretuer. Voilà toute la pertinence de ce travail de réécriture
de notre histoire. Vous savez, un peuple n'est pas le fruit des circonstances du monde. Non. Le peuple est le résultat de l'intelligence de ses élites. Oui. Voilà, il faut qu'on en prenne conscience. On peut se cacher dans des jeeps dernier cri, dans des villas huppées, mais la carte de visite des élites, des dirigeants d'un pays, c'est la qualité de vie sociale. Le peuple n'est pas responsable. C'est d'abord la réflexion, parce que le sous-développement signifie sous-réflexion. Oui. Mais pas la sous-réflexion de la plèbe, la sous-réflexion des élites, des dirigeants. Oui. Je voulais lancer un appel pathétique à la nation, un appel à nos consciences. L'histoire qui est notre ultime chance, c'est meurt dans notre pays. L'enseignement de l'histoire, c'est meurt. Les départements d'histoire avaient moins de 50 étudiants l'année passée. Et c'est pour ça que je lance cet appel, pour que des jeunes gens, des jeunes diplômés, aillent s'inscrire dans le département de l'histoire. Mais nous voulons que l'histoire reprenne ce rôle au cœur de notre vécu quotidien, parce que la chance de redressement du Congo s'y trouve dans l'histoire. Merci beaucoup, encore une fois, Didier Moumengi. Nous savons que ce n'est pas fini. Demain, nous aurons peut-être un autre ouvrage signé Didier Moumengi. Parlons toujours de l'histoire.